Le 11 janvier 2015 est un moment mémorable. Et en début 2018, nous aurons et ça se sera produit 3 ans plus tôt. Et ce que je voudrais montrer, c'est que il y a une succession, une consécutivité dialectique entre la période de conjonction astrologique entre Saturne et une 4 étoiles fixes royales. En l'occurrence, ici, c'était la conjonction de Saturne avec Antares, enfin, qui n'était pas encore, mais vous savez que la conjonction, pour moi, a lieu, commence déjà une dizaine de degrés avant la conjonction et se poursuit une dizaine de degrés plus loin, même une vingtaine de degrés plus loin. Et c'était un grand moment d'union. Donc c'est très conjonctionnel. Le peuple est uni. Et là, nous allons, au contraire, vraisemblablement en 2018, vers une période de désunion, qui est liée à ce que j'appelle le moment oméga, c'est-à-dire lorsque Saturne s'est sensiblement éloigné du point de conjonction qu'il avait eu avec Antares. En s'éloignant de plus de 45 degrés de cette conjonction, on entre dans la phase de disjonction. Et ce que j'ai dit dans une précédente vidéo, c'est que il faut avoir une approche cyclique fondée sur la causalité, ou sur la contrepartie, ou le contrepoids, ou le contre-coup. Et effectivement, nous avons, après l'engouement unificateur de 11 janvier 2015, à la suite, bien entendu, de l'affaire Je suis Charlie, l'assassinat de membres de l'équipe du journal, suivi de l'hypercachère et de la porte de Vincennes, eh bien, il faut nous attendre à une phase de disjonction et de désunion. Voyez-vous, l'intérêt de ma façon de pratiquer, de travailler l'astrologie, c'est de connecter les événements les uns par rapport aux autres. Et si on prend d'autres moments que j'avais signalés d'ailleurs dans mon étude sur Saturne par rapport à Fomalhaut, où je disais que la disjonction de Saturne par rapport à Fomalhaut provoquait des mouvements sociaux, des mouvements de protestation, et bien inversement, la conjonction de Saturne avec Fomalhaut doit, et je n'ai pas encore mené la recherche jusqu'au bout, ce qui est un tort de ma part, doit au contraire faire apparaître des moments de rassemblement et d'union. L'union précède la désunion. Et la désunion précède l'union, mais c'est une autre affaire. C'est surtout le cycle comme cela, c'est-à-dire conjonction, disjonction, et puis après on passe à la conjonction suivante. Alors, je propose d'écrire l'histoire de l'astrologie mondiale sous cet angle-là, successivement, de 3 ans et demi en 3 ans et demi, tout au long de l'histoire de l'humanité, nous aurions eu des temps d'union et de désunion. Dans un pays donné ou dans différents pays, puisque mon astrologie n'est pas du tout liée à un pays quelconque en particulier. Le Brexit, par exemple, il faut essayer de comprendre les phénomènes, effectivement, les uns par rapport aux autres. Si on prend par exemple 68, mai 68, eh bien, si on remonte 3 ans en arrière, on a la réélection de De Gaulle contre Mitterrand à la présidence de la République, au suffrage universel.
Universel, c'est bien l'idée d'union. Donc il y a toujours des temps de contre-coup très importants. Il faudra en chercher d'autres. Pour ceux qui connaissent mon travail sur le site de Saturne, tous les 30 ans, en rapport avec Fomalhaut, regardez où se trouve, qu'est-ce qui se passe lorsque Saturne passe à la conjonction avec Fomalhaut, qui est à 0 degré des Poissons, en sachant qu'il faut une orbe de 10 degrés avant et après, au minimum. Il faut voir, par exemple, ce serait intéressant du point de vue de la recherche historique, de voir si 1989 a été précédé d'un temps d'union quelques années plus tôt. Si 1908 a été précédé d'un temps d'union quelques années plus tôt, etc., etc. Si 1848 a été précédé d'un temps d'union quelques années plus tôt. Là, c'était un terrain qui est en friche. Il est certain qu'on a plus en tête 1848 et 1968 que les 3 années, des événements unitaires qui auraient pu précéder et qui souvent ont été oubliés. On se souvient plus des moments de désunion que des moments d'union. Enfin, en tout cas, pour l'instant, ce n'est pas le cas, puisque là, on se souvient du moment de janvier 2015 et l'événement qui pourrait se produire en 2018, peut-être qu'il va complètement effacer complètement ce moment de janvier 2015, qui reste pour l'instant en ligne de mire. Mais il est probable que cela se produise d'une manière ou d'une autre. Voilà une poussée, une avancée importante. Et je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure dans une précédente vidéo sur le temps discontinu. On ne peut pas travailler de la sorte si on ne respecte pas le temps mémoriel. Le temps mémoriel, c'est un temps relativement court. On peut se souvenir de ce qui s'est passé 3-4 ans plus tôt. Maintenant, expliquer un événement en disant qu'il s'est passé quelque chose du même ordre 20 ans plus tôt, c'est un petit peu fantaisiste. Psychologiquement, ça n'a pas de sens. Les événements doivent se suivre et se répercuter à des périodes relativement courtes. C'est ce que j'appelle le temps continu de la prévision astrologique mondiale, par opposition au temps discontinu de gens comme Yves Lenoble ou comme André Barbeau, qui nous proposent des durées de phase qui sont totalement surdimensionnées par rapport au temps psychologique qui est le nôtre. Alors, on nous parle aussi d'un appauvrissement de l'astrologie parce qu'on ne se sert que d'une seule planète, mais quand même de 4 étoiles fixes royales. Comme si l'astrologie devait s'aligner sur ces astronomes qui sont les pires ennemis de l'astrologie à travers l'histoire, et encore jusque nos jours. Et là, nous sommes envahis aujourd'hui par des astrologues qui sont à la solde des astronomes et qui, au fond, prolongent le travail des astronomes que les astronomes eux-mêmes n'ont pas envie de prolonger. Ça, c'est un débat complexe. Donc ces astrologues astronomes, qui sont très importants, très nombreux aujourd'hui dans le milieu astrologique, tous ceux qui ne jurent que par les planètes transsaturniennes, tous ceux qui ne jurent que par le thème astral dans sa globalité, dans sa totalité, et bien finalement, ce sont des astronomes qui sont des astronomes défroqués en quelque sorte, c'est-à-dire qui acceptent, qui prolongent le rêve de l'astronomie, mais qui en réalité veulent instrumentaliser l'astronomie. Parce que les astronomes, ils n'ont pas du tout envie que les astrologues viennent mettre leur nez dans leurs histoires. Donc, on a des astrologues qui veulent instrumentaliser l'astrologie et qui pensent qu'en instrumentant l'astronomie, ils vont sauver l'astrologie. Et moi, je considère que l'astrologie doit vivre de voler de ses propres ailes et avoir ses propres exigences qui relèvent de la science sociale et non pas de la science physique. La science sociale considère que les sociétés se donnent des critères qui sont relativement simples et il ne s'agit pas d'une sorte de floraison brouillonne. Le calendrier, par exemple, il est fondé sur un critère très simple. Bon. Les élections aussi. Imaginez
un système où il y aurait constamment des configurations qui se produiraient, etc. C'est complètement invivable. Donc on a des astrologues qui sont un petit peu hors sol, c'est le cas de le dire. Ils proposent qu'on se serve des tas de critères, des tas de facteurs planétaires, sans se demander comment ça peut être vécu collectivement. Alors évidemment, au niveau individuel, on peut régler ça par la psychanalyse, en disant voilà, les gens ont des problèmes, mais au niveau social, il faut quand même enraciner l'astrologie sur le plan social. Au niveau social, il faut que les choses soient simples. Pour moi, j'ai la faiblesse de croire que l'astrologie est d'abord un phénomène social, un phénomène politique, au sens de la police, de la ville. Et donc c'est à ce niveau-là qu'il faut comprendre l'astrologie. Il ne faut pas la mettre à l'échelle individuelle. Qu'elle puisse passer du collectif à l'individuel par un processus d'application, pourquoi pas. Mais fondamentalement, l'astrologie doit d'abord être viable sur le plan social, sur le plan politique. Et sa viabilité implique une simplification et une épuration de ses outils. C'est une évidence. Donc, je ne vois pas pourquoi on me traiterait d'anti-astrologue, parce que je considère qu'il n'y a que la Saturne qui doit être utilisée. La recherche d'un vecteur unique est une recherche tout à fait pertinente et légitime. Et d'ailleurs, André Barbeau, en 1967, lorsqu'il propose une courbe unique, constituée certes de différents facteurs, mais qui est quand même une courbe unique, montre bien que les chercheurs sont en quête d'une courbe unique, d'un modèle universel. Alors, moi, je pense qu'il vaut mieux une courbe unique à partir d'un seul facteur qu'une courbe unique à partir d'un nombre de facteurs nombreux et qui, en plus, intègre des planètes qu'on ne connaissait pas dans l'Antiquité. Puisque Barbeau, dans sa courbe concentration planétaire, comme il l'appelle, ou anticyclique, hein, au-delà de Jupiter et Saturne, il utilise quand même Uranus, Neptune et Pluton, excusez-moi. Ça, c'est le péché originel de l'astrologie des années 60. Nicolas a fait la même chose, il a fait la même erreur. Il a voulu intégrer dans son système astrologique Uranus, Neptune et Pluton pour en faire carrément un corpus particulier de son système RET, puisque tout le T de son système RET, transcendance, existence, représentation, c'est Uranus, Neptune et Pluton. Bon, je trouve ça complètement fou. Mais Barbeau a fait pareil. Il a intégré l'essentiel de son cycle, son indice cyclique, c'est quand même Uranus, Neptune et Pluton. Bon, et ça, c'est inacceptable, encore une fois. Alors moi, je suis dans l'appauvrissement. Ben oui, je pratique une politique d'austérité pour l'astrologie, je pratique une politique d'amaigrissement, et j'en suis tout à fait conscient, et j'en suis fier.